Début, un comment de Monsieur Jean Badjouni. Euh, S'il vous plaît, monsieur. Je voudrais bien pardonner l'impertinence d'un profane qui ose faire une observation sur ce qu'il a entendu, non pas pour porter un jugement ou une critique, ce serait inadmissible, c'est simplement pour apporter un élément supplémentaire au débat. Je vous ai écouté avec attention l'un et l'autre, M. Vinciguar et le professeur Morose, et j'ai eu l'impression qu'en traitant des Vogri, vous ne traitiez pas exactement du même sujet. J'en veux pour preuve tout ce qui a été dit par l'un et ce qui a été dit et montré par l'autre. Bon, Marie-Jean Vinciguar, je connais le thème qu'il traite, puisqu'il est inspiré par la Corse vue par un Allemand, mais fidèle à l'authenticité insulaire. Et le thème traité par le professeur Morose, je ne le connais pas, sauf à travers son propos remarquable et les quelques photos qui l'accompagnaient. Le Vogero en Corse, c'est le chant d'une pleureuse ou de plusieurs pleureuses, corps du mort exposé à l'intérieur du domicile et dès la mort annoncée à l'assistance ou à la société villageoise insulaire. C'est-à-dire qu'à partir de la nouvelle du décès, si c'est un décès violent, le ton prend une certaine allure. Si c'est une mort naturelle, le ton en a une autre. À partir du décès, le Vogero est l'expression de la douleur, de l'attente, de l'espoir, de l'appel à la vengeance, mais à l'intérieur et corps exposé. Ce que le professeur Morose nous a montré, et je pense surtout à la photo, c'est le chant d'une pleureuse, main posée sur un tombeau à l'extérieur. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Dans le premier cas, à mon avis, c'est la manifestation partagée d'une communauté autour d'un corps. Et dans le deuxième cas, c'est l'expression d'une pleureuse, professionnelle ou pas, qui poursuit la vie de celui qui a quitté et sa maison, et sa famille, et son village, et qui peut donc poursuivre plus longtemps, mais avec des sentiments qui ne sont pas ceux du moment où a été annoncé le décès, et qui provoquent à la fois dans leur paroxysme la douleur, le vide, l'appel à Dieu, l'appel à ce cantique des cantiques auquel Marie-Jean Vinciguar faisait allusion. Alors voilà, mon propos s'arrêtera là. C'était pour essayer de montrer qu'il y avait une différence entre le Vogero dont a parlé Marie-Jean Vinciguar et celui dont a parlé le professeur Morose, les deux bien entendu étant très bien expliqués, et je suis sensible à ce que j'ai entendu. Merci. Nous commençons notre session. J'invite mademoiselle Mina dos Santos. Alors, d'accord. Ça marche. D'accord. Donc, je vais vous parler de mon sujet.
donc qui concerne les babouchki et les lamentations, plutôt dans le nord-ouest de la Russie. Donc un terrain sur lequel je me suis rendue 2 fois, en 2006 et en 2008. J'ai voulu traiter ce sujet en évoquant le lien entre la musique, la mémoire et l'émotion dans les lamentations et faire un parallélisme en fait un peu plus général avec l'ethnomusicologie, en quoi l'ethnomusicologie pourrait rencontrer justement la muséologie et plus particulièrement la muséographie. Voilà, alors je vais d'abord vous montrer un film pour contextualiser tout de suite et vous montrer un peu ce qu'il en a été du terrain. Pardon. Parce que le terrain, c'est quand même quelque chose de difficile, surtout quand on est français et qu'on ne maîtrise pas toujours un vocabulaire propre aux lamentations ou même rural, puisque je me suis rendue dans les campagnes et dans les villages exclusivement. Donc j'avais prévu un terrain à l'origine qui n'a pas du tout été respecté à cause de diverses raisons, du froid, des morts également, parce que quand on cherche des grands-mères qui connaissent des lamentations, encore faut-il qu'elles soient vivantes. Et malheureusement, je me suis déplacée plusieurs fois. Et voilà ce qu'a donné mon itinéraire réel, lors duquel j'ai pu rencontrer Andrei Maroz et Mikhail Alexeyevski qui m'ont énormément aidée. Malheureusement, les villages dans lesquels je me suis rendue, qu'ils m'avaient conseillé, étaient également déserts de grand-mères. Donc j'ai dû retourner sur mon terrain Slancy, que l'on voit non loin de Saint-Pétersbourg, car c'est là en fait que j'avais noué des contacts 2 ans auparavant, et c'est surtout là en fait que j'ai donc trouvé du matériel pour consistant, on pourrait dire. Donc ce film en fait s'attache surtout à mettre en avant le côté précieux, donc c'est pour ça que je demandais à Andrei Maroz tout à l'heure un peu le rôle de ces lamentations et des pleureuses, c'est que en fait elles étaient extrêmement dures à recueillir parce que déjà c'est de l'intime, c'est de la douleur, et il y avait presque un côté donc sacré, quelque chose d'inaccessible. Bon, effectivement, hors du contexte de deuil ou même de mariage, on peut comprendre qu'il y ait quelques réticences de la part des vieilles femmes donc, à se livrer. Et surtout, je voudrais dire merci à toutes ces femmes qui m'ont énormément appris, et c'était des très belles leçons d'humanité. Voilà pour le film, si on pouvait le lancer, s'il vous plaît. Братик ты мой родимый, а братик же ты мой любимый, а кровиночка ж ты моя, а куда ж ты так раненько ушла, а мы-кого ж ты нас отстали, а ты же всегда придешь к нам и с худыми, и с плохими. Жила у нас Дуня, Дуня тонко пряха, эй, Дуня, Дуня, я, Дуня тонко пряха, эй, Дуня, Дуня, я, Дуня тонко пряха. Пряла наша Дуня, ни тонка, ни толста, эй, Дуня, Дуня, я, Дуня тонко пряха. Эй, Дуня, Дуня, я, Дуня тонко пряха, потолще оглобли, потоньше полена. Ой, Дуня, Дуня, я, Дуня тонко пряха. Эй, Дуня, Дуня, я, Дуня тонко пряха. А ты же у тебя в жопу своим, ищи эту штуку. Песню Лет. Стала наша Дуня холостину сновати. Ой, Дуня, Дуня, я, Дуня тонко пряха. Ой, Дуня, Дуня, я, Дуня тонко пряха. Холстину сновала, забор завалила. Ой, Дуня, Дуня, я, Дуня тонко пряха. Ой, Дуня, Дуня, я, Дуня тонко пряха. Стала наша Дуня скросны навивати. Ой, Дуня, Дуня, я, Дуня тонко пряха. Ой, Дуня, Дуня, я, да высоко туда, куда ты? Пряха. Забор Нет. стала наша Дуня холостинку ткати. Ой, Дуня, Дуня, ниже, ниже. Дуня тонко пряха.
Ой, Дуня, Дуня, я, Дуня тонко поряка. А братик ты мой родимый, а братик же ты мой любимый. По покойникам поют у нас. Ну, примерно такой, как стол. Да, Ставят ставили так вот, скамейку. и покойник И сюда ложат. покойника положили, и по нему плакали. У нас ночами, если его 3 Да, дня всю будете лежать, ждут Женя, родственника. да. И все ночью собирались с вечера. И до утра, до 3 часов сидят и поют стихи. 3 часа уже тогда идут печки топить, тогда там вот похорон. На свою судьбу обижались, а не даже нам Бог счастья долюшки, счастья долюшки. Счастье долюшки, хлеба солюшки, хлеба солюшки. Отца нашего на войне убили, на войне убили. А на все мира растила мать, а на все мира растила мать. А чья это душа на куте лежит, она с детками распрощалась. Она с детками распрощалась. А чья это мать в Богу рай пошла? Сейчас немножко допоют, все тоже плачет. И вот так. Ну, ты всех плакать заставишь, хватит. На веселую песню. Я это мать на коте лежит, а чья это мать на коте лежит. Перед нею стоят ее деточки, ее деточки, малолеточки. А их семеро слезно плакали, а их семеро слезно плакали. Слезно плакали, на свою судьбу обижались. А не должен нам Бог счастья долюшки, счастья долюшки, хлеба солюшки. Шведова Екатерина Сергеевна, 1921 года рождения. Родилась на берегу Чудского озера. Когда родилась я, родилась 5-я у мамы. Через месяц отец умер. Нас вот мама. И когда я родилась, бабка соседняя меня взяла, в подол завернула и понесла в озере и выкупала. Только что народившую. Говорит, авось умрет. Зачем она Дуньке 5-я, там маму Дунькой звали. Вот зачем она 5-я маме? И вот так. И, между прочим, вот старший брат в 23 года умер от туберкулеза, сестра в 21 год умерла от туберкулеза, от скарлатины умерла в 12 лет сестренка. Брат погиб на фронте в 36 лет, вот одна, а я осталась. О, судьба. Вот так. Вот закалили тебе воду. Да, я говорю, видно, я за ногу тебе вот так поболтала, думаю, умрет.
И представляете, какой там у бабки был передник, ты представляешь, в деревнях, как кожаный. И вот видишь, все хорошо, все нормально. Тебе сейчас А? уже 87? Скоро будет 87. Ну вот, а потом в 16 лет я уехала с деревни, потому что нельзя было жить там, знаете, как-то. Начались колхозы, началось это все. Поступила в фанерный завод в Ленинграде. Ну что, год отработала, вроде бы оделась, все нормально. Тут война, и все пошло кувырком. Сразу нас отправили на оборонные работы, мы копали противотанковые рвы. Вот. Отправили на месяц, а отработала я с июля до ноября. И уже прервались все, Господи, Боже, страшно было. А в блокаду где была? В блокаду, вот, приехали, когда нас начали обстреливать уже немцы, бомбить начали, мы уже убежали. Как мы убежали, я не помню, как я... Я не помню, как мы добежали до Ленинграда, и сколько мы бежали, я не знаю. Нисколько, не помню, сколько мы бежали, потому что нас там было 1500 молодежи. 96 человек погибло сразу, вот тех, которые я знаю. Ну, вот так. Пришли мы в Ленинград, уже тут блокада, а блокада-то сомкнулась 8 июля. Вот. Ну что ж, хлеба уже меньше стали давать, и нас тогда на лесозаготовки, потому что немцы заняли Волжскую ГЭС, Волховскую ГЭС, и света-то нет, а танки-то чинить надо, и нас всех на лесозаготовки под Ленинград, где было еще не занято у немцев. Вот так. И я вот целый год пилила дрова. Дошла дистрофиком 3-й стадии была. 40 килограмм вес. Мой-то рост 40 килограмм вес. Когда в часть пришла, ну я вижу, что если я бы не ушла в часть, я бы умерла, я бы не вынесла. Вот. Пришла в часть, Господи, как глянули, говорят, ну куда тебе, ты ж хоронить тебя надо. Не надо, ну куда ты нам? Ну действительно, это воинская часть есть воинская часть. Я села в штабе на пол и заплакала. Ну ладно, говорит, перестань тут мокроту разводить, начальник. Ну вот таким способом я осталась в части. И в части была с 16 февраля 43 года до 50 года, когда вышла замуж в 47-м, вышла за украинца. Ты Вот, санинструктор был в нашем полку. Вот, и он меня, знаете, дурацкая ревность. Все-таки я ж не уродина, правда? И потом пела и плясала. Да. Вот. Ну и каждый старался, знаете, солдаты с ним на есть Украину солдаты. и поехала? И он меня отвез к родителям своим на Украину, в Днепропетровскую область. Вот там ты научилась петь. И там я отработала 20 лет. А братик ты мой родимый, а братик же ты мой любимый. Анна, скажи, пожалуйста, а ты не помнишь, у вас в деревне по Масленице, как по покойнику, как провожали, не плакали? Не. Голосили по Масленице. Вот провожают Масленицу и голосят. Нет, Это у нас голосили. Вот, на Петров день Ну, делали куклу, вот, рядили. да. Делали такой, как гробик, и ходили в рощу с рядину. На шествие, это не на Да, Петров день. в на шествие. шествие, да. И ходили в ржи, гуляли там, кумились, это на Петров было, на шествие. А как Шествие, пели? Ну, А все Вознесение, духовские, А Вознесение. причетов не А вот пели? когда куклу эту хоронили, Да. ну это все мы тут, пацаны, девки хоронили в основном. И все там голосим, чтоб ребята не знали, закопаем, а они как подкараулить, откопают. А как голосили? Ну, по этой как кукле? по покойнику. Как по покойнику? Кусочек маленький, можно? Покажи. Милая моя, И я тут что-то опять Да. всем заплачет. Да ладно, а не надо. По милая дорожку. моя кукушечка, а милая моя хорошая. Да, всякую чушь. Ну, еще две строчечки, Тамара.
А куда ж ты от нас уходишь, а куда ж ты от нас улетаешь? Потом ребята как прибегут, все нами. Да это как по Где научилась причетам? Ну, плакать. Плакать? Да. Ой, да в деревне там нашей, у меня тетя меня так голосила по покойникам, камни плакали. Да ты что? Ну, Вот от я- нее услышала, да? Я и слышала вот и В какой деревне? Назови деревню. деревня Мда. Мда? Мда. И начинает вот что Соболь один, а куницы красной девицы тоже пара нужна, а мама делает вид, что будто бы она не знает, понимаешь, что как, чего. Ну вот. Да что, зачем вы, да у нас никакой куницы нету, да и нам Соболя и Шарана, у нас куница-то и есть, так молодая. Ну вот, да она еще и не умеет и ничего делать, и зачем она вам такая, понимаешь? Ну, а сваты уж неправда, мы это все знаем, мы у людей поспрашивали, и все изведали, что все у вас, она хорошая рукодельница и такая история. И вот потом зовут ее там Таня или Маня, иди, вот так. Она выходит, знаешь, так раньше, это сейчас, я замуж хочу, а сейчас она до слез смущенная. Ну и вот согласились, ставят бутылку на стол и ложат хлеб. Это уже все сватья. И посидели, поужинали. Ни в коем разе жених не остается с невестой. Ни в коем разе. Было строго. Дают, невеста должна дать хорошую вещь жениху, чтобы не было отказа. Да. То есть, или одеяло ватное хорошее, или вот такую большую вещь, чтобы не было отказа. А если невеста откажется, эта вещь остается жениху. Вот. Он не вертает ее. Поняла? Это как бы за позор, понимаете? Ну, поплачь. А потом пойдем чай пить. Умирает муж, ну, в гробу он стоит, и вот подходит жена, и да куда ж ты собрался, моя удалая головушка, да на кого ж ты меня покинул, сиротинушку? Да ты открой свои очи ясные, да посмотри на малых детушек. А ты не по-настоящему не переживай, не плачь, а просто голосом сделай понарошку, как вот Да печаль. понарошку, так вот... Ну да, как печали. Да к кому ж я теперь пригорнусь, моя ты удалая головушка? Да с какой же я пути дороженьки буду тебя встречать, да ждать? Да с кем же я пойду на широкое полюшко? И на чью же я обопрусь на чье же плечо широкое? Вот. Зароют тебя в сырую земелюшку. И никогда больше ты не придешь к нам, удалая головушка, ты не придешь своих детушек. А кто же меня-то пожалеет, горькую сиротинушку? Какие нервы слабые. У меня, Да. что меня ослабело. Вот. Да, конечно. У меня сын погиб 6 лет тому назад. Вот будет 7 будет лет, вот 11 апреля. Он какой красавец. И вот теперь, как говорю, за это мне никак 6 лет прошло, 7 прошло, а я как вчера его похоронила. А голосить никто не умеет, как Катя. А голосить никто, и вышла из моды. А мне ее двоюродная сестра сказала, говорит, а сейчас по покойникам не модно голосить. Ну, Вы представляешь себе, так это же... надо. Они просили мне, как голосить по покойникам. Ну. И я доголосилась, что разревелась, и в голос, и ой-ой-ой. И вот. никак. И никак нет. Записали, все ну, нормально. Этот стоит внизу, меня ждет. Я иду заплаканный. Он чего? Они говорят, ой, какая хорошая у вас жена. Плакать умеет. Я говорю, что, ну уж плакать-то я умею. И никак тебе сегодня нам не записать маленький кусочек. Чего? Плача. Плача. Что, зачем приехали? Миша, выйди на 5 минут. Да не важно, пусть Не важно, ее. да?
Ты что, Любого. платить будешь? Ну поэтому, Да. слушай, ну по мужу я поплакала тебя. По какому? Почему тебе еще-то поплакать? Да по Масляной плакали, по Масляной. Вот сожгли Ой, Масляную. Не, я уже давно из дома, так я уже все почти забыла. Это так, кое-что помню. Мы еще А так- поем. Есть бабки, но они поумирали уже все были, которые еще знали это. Да. А все поумирали. По невесте, по голосе. По голосе сначала. А? По голосе сначала. А Так то мы чай не что будем тебе пить. поголосить? По По кому? какому? По комару, про кому хочешь. По какому? Знаешь как? Так и я тебе голосила по мужу. Так Да чё как тебе ты надо-то? голосила? А я не слышала. Здрасте, Это рядом сейчас- сидела. Ну, это мало. Вы видите Да, такого? мало. По невесте по голосе. По невесте. По невесте. Это веселее, чем по мужу. Конечно. По невесте Да. поголосить, когда Да. провожать ее. Да. Как же начиналось-то оно, Господи? Да любые слова. Фу. Да куда ж ты отлетываешь, моя голубушка, ты моя белая лебедушка? Ай-яй-яй. Да на кого ж ты меня будь покидаешь, моя милая дочушка? Так ты посмотри на меня, маленькая, родная моя Плакали. детенушка. Да ведь на мои слезы горькие. Да чё ж ты меня бросаешь, сиротинушку? Ну да. А голосили как, не помнишь? Вот, как? вот, Вот вот так это говорили, все. да, слова, да. Вот это галошение было Да. такое. Мгм. И то, я же тебе говорила, что клони ниже головушку над названной матушкой. Это свекруха, Мгм. названная матушка. Вот. А как, вот кричали даже там голосом. Ну как, конечно, Ну, это же так как вот. песни пели, Так вот, кричали. вот. да, вот можешь показать? Вот не могу, я слезы. Да, слезы не надо. Понарошку. Женька. Понарошку. Там в середине хохочет сама. А сама голосом слова говорит и плачет. Платком закроется. Вот так и делает вид. Ой, ты моя ля-ля-ля-ля. Ой, ля-ля-ля. А Да сама... куда ж я тебя провожаю, Да. моя деточка? Да. Да ты ж моя рожаная детеночка. Туда. Да когда ж ты ко мне придешь, моя лебедушка? Да когда ж я тебя увижу, моя родная ты? Вот так. Молодец. Вот в платке сразу получилось. Alors, c'est un peu dommage que, comme quoi, il faut vraiment faire attention aux conditions d'enregistrement et de film, parce que là, il n'y a pas assez de luminosité, et on ne voyait rien, et c'est fort dommage, parce que j'ai tenté de mettre en avant le rapport qu'il y avait entre le chant et les larmes, en fait, énormément en Russie. Donc, petite précision, le premier chant que l'on voit où les grands-mères sont en train de filer la laine, ce n'est pas une lamentation, c'était plutôt une sorte de contextualisation. Voilà, ce qui se passe aussi à la campagne, ça n'avait rien à voir du tout avec les lamentations, mais c'était plutôt moi ce que j'avais ressenti quand j'étais là-bas. Voilà. Alors, voilà ce que m'avait dit Tamara Ivanovna, que l'on voit, enfin non, que l'on ne voit pas malheureusement, qui nous déclame, qui nous chante plutôt Nazvаю судьбу обижали, ce qu'on appelle les духовные стихи, donc un peu ces vers commémoratifs ou spirituels. Et donc j'avais intitulé aussi cette présentation Pleure ou chante, parce que voilà ce qu'elle dit. Donc je vous laisse lire. Quand tu as vécu ce qu'on a vécu, tu n'as pas le choix, tu pleures ou tu chantes. Effectivement, c'est quelque chose qui s'est plutôt vérifié dans la campagne. C'était un lien très fort entre le chant et les pleurs. Et c'est pour ça que j'ai associé ça à la mémoire parallèlement. Et voilà ce que disait Yankelevitch, donc musicologue, philosophe à ses heures également. Quand on ne peut fléchir l'inflexible destin, révoquer l'irrévocable, ni renverser l'irréversible, il ne reste rien d'autre à faire, suprême ressource, qu'à pleurer ou à chanter. Et je crois que c'est vraiment cela aussi qui est intéressant de montrer dans le cas de ces grands-mères et même des lamentations, parce que finalement c'est
un soulignement de l'irréversible, c'est mettre en avant ce qu'on ne peut pas changer. Voilà, donc le lien entre musique, mémoire et émotion. Donc comme on l'a vu dans le film, si j'ai également lié les récits de vie aux chants et aux lamentations, c'est parce que je trouvais que souvent, quand les grands-mères sont amenées à chanter ou à parler d'elles, ou même à déclamer une lamentation comme c'est le cas, elle se réfère à son propre fils. On voit une grand-mère qui dit, alors qu'il n'est pas du tout question de sa vie personnelle, elle nous parle d'un texte et voilà ce qu'il surgit. Et donc, c'était vraiment flagrant ces anamnèses en fait. Chez beaucoup de vieilles femmes, j'en ai encore pas mal d'exemples, mais celui-là c'était vraiment le plus évident. Et donc j'avais un peu intitulé ça comme mettant des confidences, voilà, dans un milieu très toujours intime. Et c'est pour ça que c'est aussi difficile d'obtenir, je pense, ces lamentations, comme ces récits de vie parfois, mais qui sont d'une richesse incroyable. Voilà, donc c'est pour cela que il y avait un rôle de mémoire, je pense, à tenir derrière tout cela. C'est que ce sont des récits de vie assez incroyables, des mémoires qu'il faudrait peut-être partager. Donc c'était pour cela que je parlais de ces mémoires individuelles qui, associées à d'autres mémoires, devenaient dans ces cas-là collectives. Et c'était un peu ouvrir des connaissances, des cultures, donc à d'autres, comme disait Monsieur Comte, quand on connaît une culture, finalement, on n'en connaît aucune. Et donc c'est pour cela que j'aurais pu baisser les bras, parce que c'est vrai qu'il était dur d'obtenir de la musique et des lamentations pendant ce séjour. Et finalement, c'est pour ça que je me suis aussi intéressée à tout ce qui accompagnait la musique, et donc tous ces récits de vie. Et voilà, et je trouvais qu'il y avait une très grande proximité justement entre lamentation et ces petits fragments de vie. Donc les lamentations et les vers commémoratifs, donc je pense qu'Andrei Maroz a très bien dit, très bien montré le rôle de ces lamentations, de quoi elles étaient composées. Alors voilà, je voulais un peu insister sur la différence entre les duchovnie stichi. Malheureusement, on ne voit pas la femme qui chante, qui a une extrêmement belle voix, qui apparaissent plutôt comme des complaintes, et les lamentations vraiment comme des plaintes, voire, ce que je vais dire plus tard, comme un martèlement de la douleur, grâce à des procédés, on va dire, presque poétiques et musicaux. Donc vocalement, bon, on le voit par exemple dans la lamentation au foulard, il y a un vrai travail sur la voix. Donc c'est vrai qu'on m'avait posé comme question, mais est-ce que les lamentations sont vraiment musicales? C'est comme ça. Ah, faut s'éloigner. C'est bon là? Bon, d'accord. Donc on m'avait demandé si c'était vraiment de la musique et pas plutôt qu'un style déclamé, sans auteur vraiment définissable. Je pense qu'on a vu que oui, c'était de la musique, puisque il y a donc des techniques vocales particulières, une utilisation du glissando qu'on va écouter peut-être si on a le temps, je ne sais pas trop, et surtout une autre paire. Je vais vous montrer une petite transcription. J'aimerais bien la faire passer. Bon, je vais essayer, on va voir si ça marche. Alors, tac. Donc, je vais vous passer seulement un extrait. Ce qui est dommage, c'est que, évidemment, la lamentation entendue dans son... А ты ж всегда нас
vais arrêter ici parce qu'après c'est vraiment, vraiment très difficile à entendre. Émotionnellement, c'est vraiment très, 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 très fort. J'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie de faire pleurer des gens non plus, donc on va s'arrêter là pour la lamentation. Donc l'objet et la démarche de... Parce que derrière tout ça, il y avait quand même une démarche, il nous s'agissait alors soit de recueillir des lamentations, mais pas que, il fallait aussi comprendre un peu comment ça marchait en fait. Qu'est-ce que ça évoquait chez les grands-mères et quel était leur rapport à cela. Donc voilà, à la campagne, il y a beaucoup de richesses, il y a des choses incroyables musicalement, beaucoup de richesses. Et je pense que c'était important de souligner ça, et notamment qu'il y a un réel patrimoine. Alors après, bien sûr, avec le temps et les morts, etc., ça se transforme, ça évolue. Mais voilà, il y avait quand même quelque chose, je pense, à souligner là-dedans. Et donc, ça m'amène à parler maintenant plus généralement d'un patrimoine culturel immatériel, donc de tout ce qui est un peu transmis à l'oral et qui a tendance soit à disparaître, soit à évoluer, et donc qui constitue quand même des choses précieuses. Voilà, donc qu'est-ce que l'on fait quand on revient d'un terrain et qu'on a des heures de vidéo et des heures de musique ? Alors, c'est bien d'avoir tout ça, mais pourquoi ne pas essayer de les partager, et pas que dans un milieu de chercheurs aussi, parce que finalement, je pense que ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Voilà, donc la question, et c'est là que j'en viens à parler de muséologie et de muséographie, parce que je me demandais si on ne pourrait pas penser à utiliser ce patrimoine culturel immatériel, à le diffuser d'une certaine façon. Donc, et aussi, la difficulté que l'on rencontre, c'est comment parler de tout cela sans faire d'erreurs ou rentrer dans les clichés. Et bon, c'est vrai que je débute, hein, donc voilà. Donc il y a certainement aussi peut-être des erreurs ou quoi, mais voilà. En tout cas, il y avait quand même l'idée de penser à cela, et donc pourquoi ne pas essayer d'imaginer une espèce d'exposition autour de cela, et pourquoi pas un parcours d'exposition. Donc en cela, voilà, l'ethnomusicologie, c'est une matière qui est quand même très ouverte, qui demande de parler des langues, de s'intéresser quand même à d'autres choses, mais on ne peut pas tout faire, et heureusement d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que j'ai travaillé avec un scénographe pour un parcours d'exposition, que je vous montrerai ensuite. Et voilà les questions en fait que l'on est amené à se poser, que Florence Pisani avait d'ailleurs très bien évoquées lors de ses interventions. Donc penser, entendre et voir l'immatériel, effectivement, ça fait partie, je pense maintenant, des grands enjeux et des défis, même du quotidien des musées, et notamment des musées de société, comme le MUSEM. Voilà, donc... Et encore une fois, qu'est-ce que l'on choisit, qu'est-ce que l'on abandonne ? Vous aviez très justement dit, Florence Pisani, donc choisir, c'était d'abandonner. Donc voilà, qu'est-ce que l'on va montrer, qu'est-ce que l'on ne va pas montrer, et pourquoi ? Donc c'est pour ça qu'à travers tout cela, il y a un cheminement de pensée, et d'où l'élaboration d'un storyboard. Donc c'est pas très beau comme mot, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de cheminement et de parcours, c'est-à-dire de guider quelqu'un et de lui montrer quelque chose. Voilà, alors... on avait pensé à une première salle que je vais vous montrer en aquarelle, on va dire. Donc tout de suite replacée culturellement, géographiquement. Voilà, si l'on parle des babouchki, comment elles vivent. Donc c'est pour ça que j'avais mis en première partie du film cette espèce de champ où on les voit affairés à leurs travaux. Et voilà, donc si l'on pense à une salle d'exposition, on pourrait donc penser dans cette salle à une carte, bien évidemment, toujours des photos qui sous-entendent quand même une véritable organisation au sein de la vie paysanne, etc. Donc des films, puisque voilà, là il s'agit d'introduire le visiteur dans un contexte. Ensuite, alors je pense que un des réels enjeux muséographiques, en tout cas dans les représentations, c'est qu'il faut absolument du son et de réels impacts sonores, et ne pas limiter seulement à un petit morceau de son que l'on entend, mais vraiment jouer sur la sensibilité peut-être aussi du visiteur, pour peut-être l'intéresser également, et pour vraiment créer une sorte de choc. Donc là, c'est pour cela qu'on avait pensé avec la scénographe à une sorte de grande photo ou panneau avec... quelques chaises disposées autour, et vraiment la diffusion d'une lamentation, une pièce plutôt au ton bleu sombre,
et une invitation un peu peut-être au recueillement ou du moins au silence et à partager une expérience musicale, émotionnelle, voilà. Et une troisième salle donc, qui concernait, elle, plus les récits de vie, donc comment une petite mémoire individuelle, hein, une petite parcelle de mémoire pouvait être partagée, et dans ces cas-là, entrer dans une sorte de mémoire collective. C'était un peu le défi de cette salle. Donc là, on imaginait plutôt des grands laits de tissu. Alors toujours avec des moyens quand même pas trop énormes, puisque on ne sait jamais de toute façon quel sera peut-être le budget dans une exposition. Et voilà, essayer de garder quand même un peu de simplicité. Et donc des laits de tissu sur lesquels seraient projetés ces récits de vie, toujours des films à côté, essayer de rendre quelque chose quand même de vivant, parce que c'est faire vivre une mémoire, en fait, je pense, le but, comme faire vivre une musique. Et enfin, donc, la dernière salle, qui serait donc les lamentations comme miroir de l'émotion. Je pense que les extraits du film montrent quand même le rapport à l'émotion. Donc là, on s'était amusé à penser à des jeux de miroirs, en fait, peut-être des murs autour, également avec des miroirs latéraux et un au fond. Donc les petits miroirs qui apparaîtraient aussi presque comme des notes de musique, finalement, qui viendraient réveiller la musicalité et l'émotion chez le visiteur. Peut-être que les miroirs aussi, bon, après ça dépend de l'imagination du scénographe, mais on avait pensé à écrire les textes à l'envers et ne pouvant être déchiffrés qu'à l'aide des miroirs. Donc voilà, et c'était avec toujours ces récits de vie en fond et les lamentations audibles dans la pièce. Donc voilà, c'est tout. Je vous remercie et pardon pour la caméra qui a beaucoup bougé dans le film, et pour le noir, voilà, ce sont les aléas du terrain. Merci. Merci. Et les questions, s'il vous plaît? Madame Kabakova? C'est bon, là, je pense. Merci pour cette présentation, pour ce tournage. Donc ça s'est passé dans quelle région? Ça s'est passé au nord-ouest, enfin à 200 km de Saint-Pétersbourg. Oui, mais la région de... c'est Leningradskaya Oblast. Mais je peux vous montrer. Voilà. Moi, je trouvais ça très intéressant comme présentation, surtout cette présentation en 2 temps. En fait, un film que vous avez réalisé, que vous pensez pouvoir présenter donc dans le musée. Et c'est dans cette perspective, je pense que ça mérite une vraie discussion, parce que il y a quand même des séquences très différentes. Donc oui. Il y a la reconstitution au début avec le métier à tisser. Il y a des textes, des récits de vie très émouvants. Il y a des lamentations. Et justement, la question qu'on se pose, c'est comment présenter tout ça à un visiteur de musée. Parce que ça demande quand même des explications, et des explications très précises. Donc, si on montre juste cette première scène, on a l'impression que les grands-mères d'aujourd'hui passent leur temps à tisser. Exactement. Ce qui n'est pas le cas, absolument. Donc, ça demande quand même une introduction. Bien sûr. Comment ça se faisait que cette technique allait de pair avec le folklore musical, etc. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est la lamentation. Donc, la forme musicale fait penser que c'est la même lamentation. En réalité, ça demande quand même une typologie très précise pour expliquer que les lamentations auprès du mort, c'est pas la même chose que les lamentations, pas dans les fiançailles, dans le mariage pour une fille qui va quitter la mère, c'est pas la même chose. Et les lamentations donc du calendrier à l'occasion du Mardi Gras et de la Pentecôte, c'est pas les mêmes lamentations. Donc c'est même pas au premier, au deuxième, au troisième degré peut-être que les lamentations. Donc la question qu'on se pose, c'est comment expliquer tout ça à des gens qui sont quand même étrangers à cette civilisation-là, et même pour les Russes, ça peut poser problème, parce que tout le monde ne connaît pas forcément très bien cette tradition. Donc, est-ce que vous avez déjà des idées de présentation, puisque vous avez pris le temps de réfléchir, justement, comment aller de la forme, qui est très émotive, donc c'est peut-être la forme qui est la plus facile d'accès, hein, parce que ça provoque des émotions tout de suite. Maintenant, à partir de cette forme musicale, comment aller vers le sens
et vers le contexte? Alors ça dépend donc de la représentation, mais si vous prenez par exemple une pièce pour les mêmes lamentations, effectivement, peut-être faire un espèce de petit parcours initiatique dans ces cas-là aux visiteurs, avec justement un parcours dans le temps, puisque dans ces cas-là, ça se recoupe finalement, puisque donc les lamentations, enfin calendaire, puis le mariage, même le service militaire pour le soldat s'il y en a, et enfin la mort, avec toujours, je pense, effectivement, un besoin d'explication de cartels qui ne contiennent pas seulement une ligne, lamentation de mariage, non. Enfin, je pense que les dynamiques, du moins ce que l'on veut maintenant dans les musées, c'est quand même un véritable échange entre le visiteur et ceux qui organisent les expositions. Donc dans ces cas-là, je pense qu'il faudrait des témoignages de grand-mères, voilà, qui viennent illustrer tout simplement ce rapport. Alors voilà, c'était comme ça que l'on faisait. Et peut-être un texte un peu plus scientifique, justement, avec des gens qui connaissent vraiment bien ce sujet. Voilà comment cela se déroule et le rôle que ça, et essayer de faire partager au maximum, comme vous dites, de ne pas mettre tout sur le même plan, mais vraiment montrer qu'il y a des différences quand même entre ces différents types de lamentation. Oui, je pense que... Enfin, je sais pas, madame... Je crois que c'est pas le lieu ici d'essayer exactement, de faire la façon, scénographie. Par contre, moi, ce qui me semble très intéressant dans ce que vous dans ce que votre communication apporte là, c'est de mettre en évidence comment, quand on part sur le terrain, en ayant une idée préalable de la manière dont on va vouloir restituer son travail, comment cette préoccupation doit générer un certain nombre d'observations spécifiques sur le terrain. Par exemple, là, on voit bien que dans votre présentation muséographique, dans votre scénographie, vous n'avez strictement aucun objet. Absolument. Vous essayez de mettre en valeur du multimédia, en fait, du son, des récits de vie, la parole, etc. Or, si vous faites maintenant un retour sur image, il y a toute une série d'objets extrêmement importants qui apparaissent dans le film et qui seraient absolument nécessaires à la compréhension du discours dans le contexte de l'exposition. Quelques exemples, le foulard. Alors, tout ça pour dire que ça revient un petit peu à mon intervention de ce matin. Je crois que pour observer les lamenti ou les voci, les lamentations d'une manière générale, il ne faut pas s'en tenir à la partie strictement orale. Tout rituel humain est un ensemble d'éléments qu'à la fois on chante, mais on pleure, mais on va s'habiller d'une certaine manière. Je repense aux images de M. Marot ce matin. Il y a des fleurs, il y a tout un décor qui accompagne le corps du défunt. Donc tout ça se passe dans un contexte de décor, d'environnement extrêmement important. Et c'est finalement ça qui n'a pas été observé. Il faudrait retourner sur le terrain. Alors, il y a le foulard. Dans votre exposition, il faut un foulard. On voit dans votre film combien le foulard déclenche le processus. Il faut quelque chose relatif aux larmes, et relatif aux larmes de toute antiquité, ou ces pièces dans lesquelles on recueille les larmes. Donc, l'importance de la larme dans la pratique. Je pense à une séquence du film où, pour moi, il y a un manque dans le film, là. Cette femme qui raconte sa vie et qui explique finalement quel est le processus déclenchant pour elle pour chanter des lamentations, et elle montre quelque chose du doigt. Et on comprend après coup que c'est la photo de son fils décédé il y a 6 ans, si j'ai bien compris. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est que la caméra, au lieu de montrer la femme, montre en fait, je voulais montre au bout de son doigt. Et à vous, ça me dérange un peu de montrer ça. Mais bon, après, c'est nécessaire. Vous faites de l'ethnographie. Elle montre quelque chose. Si vous voulez diffuser au public, il faut qu'on voit ce qu'elle montre. Sinon, ça n'a. Et donc, c'est une image de ce type qui est nécessaire dans l'expo pour faire participer un public à l'émotion. Donc voilà, simplement ce que je voulais dire là, c'est l'importance de cette démarche que vous avez de réfléchir à la mise en exposition de votre recherche, qui va générer finalement un retour au terrain. Il faudrait que vous retourniez avec cette lecture-là complémentaire. Voilà. Mais merci, c'est effectivement une très bonne remarque, c'est vrai. Alors, je sais pas. Да. Я просто думаю, я брошу сейчас реплику, которая для Мины, наверное, совершенно очевидна. Это вот к выступлению нашей коллеги о том, что нужен контекст. Я думаю, по поводу контекста здесь необходимо
прежде всего некие консультации, некие контакты хотя бы с Петербургским Российским этнографическим музеем, РЭМ, потому что вот там вот этот контекст, он представлен великолепно. Там нету как раз вот этой звуковой части, которую вы хотите представить, и я думаю, что вы ее можете хорошо представить. А вообще я закончила бы так: дай Боже, что ваши бы решения, ваши бы планы Богу в уши. D'accord. J'ai pas tout compris, alors Cédric, s'il vous plaît. Très rapidement, Madame Ivanov rebondit sur ce qu'a dit Florence Pizzorni et sur l'importance de la contextualisation matérielle de tout ce que vous avez montré et de la nécessité pour vous de collaborer avec le musée d'ethnographie russe à Saint-Pétersbourg qui a évidemment des tas de matériaux qui pourraient contextualiser mais qui n'ont pas la partie immatérielle que vous possédez. Donc votre projet semble extrêmement intéressant à tout le public russophone et bon, que Dieu fasse en sorte que ça marche. Если можно. Oui. А я как этномузыколог хотела бы поблагодарить как раз как этномузыколог. Я впервые вижу музей, где звук является не иллюстрацией и не дополнением, а текстом. И для меня это принципиально важно, потому что, конечно, пусть он будет погружен в контекст, но все-таки, чтобы специфика этого музея оставалась такой, чтобы звук был основным текстом, потому что он таковым является. En tant qu'ethnomusicologue moi-même, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Et il m'a semblé tout à fait important de voir que dans ce projet d'exposition de musée que vous avez, le son est lui-même un texte, le texte fondamental. Et c'est tout à fait novateur et c'est tout à fait intéressant. D'accord, merci. Спасибо. Татьяна Кухаренок, город Минск, Белоруссия, коллега Тамары Борисовны. Спасибо большое, очень интересный доклад. Скажите, пожалуйста, вот вы как молодой исследователь, как относитесь к таким агрессивным методам исследования, которые были представлены в видеофильме, когда исследователь навязывает носителю культуры какие-то уже свои идеи, свои взгляды? Это первый вопрос. И второй, какие материалы, кроме вот... Давайте сначала переводчик переведет один вопрос. Да. Спасибо. Kouchorionok, Académie des sciences de Minsk, merci beaucoup pour votre très intéressante contribution. Et ce que Madame aimerait savoir, c'est votre point de vue en tant que jeune chercheur sur cette... sur le comportement de ces chercheurs qui obligent un petit peu les grands-mères à lamenter et qui les forcent un peu. Oui, alors effectivement, c'est un bon point à soulever parce que déjà, si je n'avais pas été accompagnée d'une Russe, j'en aurais jamais eu ça parce que effectivement, quand je suis moi-même allée seule dans des villages, c'était extrêmement dur parce que déjà, il faut se faire accepter, il faut être quand même reconnu dans un contexte particulier. Et le problème du temps, et c'est bête, mais les problèmes de visa, de temps, limitent énormément les échanges parce qu'il faut partir, il faut toujours bouger, il pleut, il y a un problème de car, d'autobus, et donc c'est toujours une sorte de course contre le temps, et c'est vraiment terrible. Et effectivement, demander comme ça, on a presque l'impression d'être un peu voyeur parfois. On est, allez-y... faites-nous part de votre douleur et de votre passé et de votre fils qui est mort, etc., etc. Parfois, ça prend vraiment des dimensions tragiques et on est presque gêné de poser toutes ces questions. Et voilà. Et c'est vrai que c'est une question que je me pose encore. Il y a eu un enterrement auquel je n'ai pas osé aller, par exemple. Déjà parce que je ne me sentais pas assez reconnue par la communauté pour filmer un événement pareil. Et jusqu'où l'on pouvait aller, parce que je pense qu'il faut quand même être très très bien intégré dans ce milieu pour pouvoir faire cela, et c'est pour ça que le terrain, ce n'est pas oui, j'arrive avec ma caméra, je filme et je repars. Non, il y a un vrai travail derrière tout cela, un vrai travail presque d'apprivoisement, comme dans Le Petit Prince avec le renard. C'est vraiment cela, il y a un échange et une... Enfin, c'est pas un travail d'amitié, on ne peut pas dire ça, mais enfin, vous voyez l'hospitalité de ces femmes,
pour moi, c'est très riche. Et justement, mon point de vue, c'est qu'il faut, au contraire, aller les voir et aller leur parler, parce que de toute façon, ça leur fait plaisir de parler de cela, et que c'est un vrai pan de vie et de mémoire et de culture qu'il y a derrière tout cela. Et ce que vous disiez avec votre arménien et la clé de l'arménien, c'est que derrière, ça ouvre des milliards de portes. Et c'est vraiment cela. C'est que, voilà, c'est un peu un effet de miroir, justement, dont on parlait, c'est que derrière cela, il y a encore plein de choses. Voilà mon point de vue. Oui. Oui, monsieur. Et c'est la dernière question. Oui, pardon. Frédéric Billier, Paris-Sorbonne. Merci beaucoup pour cette contribution qui déclenche de nombreux commentaires. Moi, j'ai 3 observations rapides. La première, c'est sur le chapitre 1, effectivement, cette chanson des fileuses. En fait, la mélodie, c'est une mélodie aussi qu'on connaît dans le répertoire enfantin français. Donc là, je pense que ça encourage notre équipe de recherche à mettre en ligne des données musicales pour montrer la circulation. Monsieur le professeur Comte parlait justement de comparaison. Et là, effectivement, il y a des travaux extraordinaires devant nous avec des moyens multimédia pour qu'on puisse finalement sur un clavier mettre quelques notes de musique et voir immédiatement dans quel pays c'était chanté, avec quel texte, etc. Donc je ne me souviens plus du titre, mais je vous le donnerai. J'ai pris en unité musicale la musique. La deuxième observation, c'était par rapport à la scénographie. J'ai bien apprécié la petite pièce dans laquelle on pourrait entendre ces lamentations, car je pense qu'il y a un débat actuellement dans les musées, notamment d'instruments de musique, avec ces casques qui sont interactifs, mais qui finalement nous privent d'une écoute collective. Exactement. Et je pense même que le calibrage de la pièce est très important pour donner un peu cette atmosphère que vous avez ressentie dans ces lieux. Donc là, c'est une très bonne réflexion, je crois, par rapport à cette présentation auditive. Et enfin, la dernière observation, c'était par rapport à cette réflexion qui a été donnée par une des personnes. Les mots oui, mais le reste. Et j'avais l'impression. Et là, comme je suis intéressé par les travaux sur la récitation chantée, j'avais l'impression que dans le contexte, non pas dans ce que vous avez filmé, mais dans le contexte, il y a peut-être un passage plus progressif entre une sorte de récitation, déclamation qui passe à la musique. Et ça, évidemment, ça m'intéresse particulièrement. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. J'aimais bien cette réflexion, les mots, mais le reste. Et là, on a l'impression que ce qui déclenche la lamentation, c'est la mélodie. Tout à fait. Et c'est surtout qu'en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, après que des Russes m'en aient parlé, c'est qu'il ne faut pas trop de larmes. Et en fait, elle ne pouvait pas chanter une lamentation sans qu'il y ait de larmes. Donc c'est pour ça qu'elle lui dit sliozy nie nada, c'est-à-dire on n'a pas besoin de larmes. Tu peux te lamenter, tu peux, mais sans trop de larmes. Et en fait, voilà, c'est justement l'ambiguïté de ce rapport entre le chant et les larmes qui fait que c'est toujours difficile. Voilà, c'est que quand est-ce qu'intervient la musique, etc. Voilà, cette question de récitation, effectivement, pose problème. Je ne sais pas si on a le temps. Oui, merci. Non, on peut en parler au déjeuner, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas vous... Nous allons poser... sur le Vieux-Port, lorsqu'on arrive immédiatement à droite, côté justement côté où l'on arrive. Donc il est très important d'y être maintenant, parce que sinon le service sera beaucoup trop rapide pour nous tous. Merci beaucoup à tout le monde. Si vous avez une seconde, il est possible de passer à l'hôtel, prendre peut-être un imperméable, il risque de pleuvoir. Maintenant, ce que je voulais dire aussi, c'est que ici nous sommes, je crois, 23 ou 25. Là, le repas est prévu entre 20 et 24 personnes, 24-25 personnes. Donc à peu près tout le monde est invité.